Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La reine de France à la fin du Moyen Âge. La reine de France à la fin du Moyen Âge est avant tout la femme du roi. En effet, elle n'existe que par lui. Aucune femme n'a jamais succédé sur le trône de France à un roi, contrairement à ce qui pouvait se passer dans quelques grands comtés. Il faut dire toutefois que les Capétiens n'ont que très rarement connu des problèmes de succession. Cela leur est pourtant arrivé à 2 reprises. La première fois, c'est en 1316 lorsque Louis X meurt sans avoir assuré de descendance masculine. Il n'a alors qu'une fille, Jeanne, et sa femme Clémence de Hongrie, enceinte, donnera le jour certes à un garçon mais celui-ci ne survivra que quelques jours. Quelques années plus tard, le même scénario se reproduit. Lorsque Charles IV décède, suite à une maladie en 1328, il n'a que des filles. Là aussi, Jeanne d'Évreux, son épouse, est enceinte au moment de son décès mais elle donnera le jour à une nouvelle fille. Lors de ces 2 crises de succession, une femme aurait pu monter sur le trône et assumer toutes les prérogatives du pouvoir en tant que reine de France. Mais la royauté estima qu'il valait mieux trouver un successeur du côté des hommes, même si ces derniers avaient un degré de parenté avec le roi défunt moindre que celui d'une princesse. Il semble donc acquis dans les mentalités du XIVe siècle, qu'une princesse ne peut devenir reine de France au sens d'incarner la royauté. Par contre, elle peut très bien régner et conduire les affaires du royaume en exerçant une régence. Lorsque Philippe Auguste décide en 1190 de partir pour la 3e croisade, c'est à sa mère Adèle de Champagne et à son oncle, l'archevêque de Reims, qu'il confie la conduite du royaume durant son absence. Cette régence durera tout de même 18 mois. À nouveau, lors du décès de Louis VIII, c'est une femme qui conduira le royaume durant la minorité de Louis IX. Blanche de Castille se trouve alors investie de l'ensemble des pouvoirs d'un roi. Cette longue régence, d'une durée de 6 à 9 ans, s'est estompée au fur et à mesure que Louis IX grandissait et a cristallisé beaucoup de critiques autour de la personne de Blanche. Ce qu'on lui pardonna le moins, c'est d'être une femme et de surcroît une étrangère. Pourtant, lorsque Louis IX, à son tour, part en croisade, c'est à nouveau à sa mère Blanche de Castille qu'il confie le pouvoir. Elle l'exercera pendant 4 ans et demi. Louis IX lui donne tous les pouvoirs, mais il emporte toutefois avec lui le sceau royal, ce qui limite le rôle de Blanche en l'empêchant de prendre des décisions de trop grande importance. Le rôle politique que peut être amenée à jouer une reine de France peut s'avérer considérable, même si ces exemples sont restés peu nombreux. C'est pourquoi le choix de l'épouse de l'héritier présomptif de la couronne est un acte d'une grande importance, et chaque roi a conduit une politique matrimoniale non seulement pour lui mais aussi pour ses proches. 1. Comment se fait le choix des épouses des princes de France? Le mariage pour la famille royale, comme d'ailleurs pour les familles nobles en général, est avant toute chose un acte politique. En cette fin de Moyen Âge, tous les rois qui se sont succédés sur le trône de France ou leurs fils aînés ont pris pour épouse une femme qui pouvait apporter à la couronne, soit des terres nouvelles, soit une alliance renforcée vis-à-vis d'un ennemi extérieur, soit la paix et la prospérité dans le royaume suite à un traité, soit encore une autorité plus grande sur les grands seigneurs français. Les filles et fils cadets du roi sont d'un grand prix en tant que partenaires pour s'assurer la fidélité des grands barons. Même ceux qui se marient contre l'avis de la famille royale suivent ces principes. Le futur Louis XI n'agit pas autrement lorsqu'il prend pour épouse Charlotte de Savoie, contre la volonté de son père Charles VII. Il ne contracte pas un mariage d'amour, mais essaye de renforcer sa propre position. Parmi tous ces princes qui deviendront rois, certains au moment de leur mariage n'avaient aucun espoir de pouvoir un jour gouverner le royaume. Le futur Philippe VI, lorsqu'il se marie en 1313 avec Jeanne de Bourgogne, ne pense certainement pas faire de sa femme une future reine de France. Les rois de France doivent donc surveiller de très près les affaires de mariage pour eux-mêmes, pour leurs proches, mais aussi pour leurs vassaux. C'est une véritable politique matrimoniale que certains mettent en place. Philippe Auguste est certainement l'exemple le plus brillant dans ce domaine. Non seulement il organise les mariages de ses enfants et proches parents, mais aussi le mariage des héritiers ou héritières de ses principaux vassaux, notamment des grandes baronnies de Champagne, de Flandre, de Bretagne et de Bourgogne. Survolons un peu ces XIIe, XIIIe et XIVe siècles pour nous rendre compte de la manière dont les reines de France ont été choisies en commençant par Philippe Auguste et Isabelle de Hainaut.
Le mariage du futur Philippe Auguste a été préparé par Philippe d'Alsace, désigné tuteur du jeune prince par son père Louis VII, malade et vieillissant. Le choix de Philippe d'Alsace comme tuteur était destiné à atténuer l'influence grandissante des Champenois, regroupés autour de la reine Adèle de Champagne. Philippe d'Alsace, dont le rôle de chef du gouvernement du royaume est de plus en plus prononcé, tente une alliance matrimoniale entre le jeune Philippe et sa nièce Isabelle de Hainaut. Le comte de Hainaut, pour sa part, s'était déjà engagé dans des alliances matrimoniales avec le comte de Champagne. Cette alliance, si elle aboutissait, aurait eu pour effet la formation d'une dangereuse coalition contre le roi de France dont le domaine risquait d'être quasiment encerclé par les possessions du lignage champenois, comté de Champagne, Sancerre, Blois, Chartres, et par celles du comte de Flandre, Valois, comté d'Amiens, Artois, Flandre et Hainaut. Philippe d'Alsace réussit à faire échouer ce projet et renverse cette alliance. Isabelle de Hainaut épousera le jeune Philippe, futur Philippe Auguste. Ce mariage évite ainsi l'encerclement du domaine royal, diminue l'influence du parti champenois et enfin, rallie le Hainaut à la politique royale. Dans les premiers mois du règne de Philippe Auguste, le retour à la cour des Champenois va provoquer la disgrâce de la reine. La dissolution du mariage, demandée par le roi, n'est évitée que de justesse grâce à la compassion du peuple de Paris. Isabelle reste donc auprès du roi et peut lui donner un fils le 3 septembre 1187, avant de mourir en mettant au monde des jumeaux qui ne lui survivront pas. La première épouse de Philippe Auguste, Isabelle, avait apporté du sang carolingien dans le lignage capétien. Si cette recherche de légitimité était courante chez les premiers rois capétiens, Philippe Auguste est le dernier roi à s'en soucier ouvertement. Veuf avec un enfant très jeune à la santé fragile, Philippe Auguste se doit en tant que monarque responsable d'assumer une succession dynastique forte. Il lui faut donc chercher une nouvelle épouse. Son choix va se porter sur la sœur du roi Knut VI de Danemark. Les raisons de ce choix restent cependant assez obscures. Certes, les relations avec le Danemark étaient à cette époque en pleine expansion, mais quels pouvaient être les motifs politiques d'une telle union ? Les Anglais pensèrent certainement avec raison que Philippe Auguste cherchait avant tout une alliance avec le Danemark de façon à pouvoir se servir des prétentions danoises sur le trône anglais et préparer une éventuelle invasion de l'Angleterre. Mais tous ces projets d'alliance sont rapidement anéantis par le comportement du roi, lorsqu'il découvre sa nouvelle épouse. Le lendemain de son mariage, il se sépare de la reine, l'enferme dans un monastère et demande l'annulation du mariage. Grâce à un procès truqué, à la complaisance d'une assemblée de laïcs et de clercs et à la faiblesse d'un pape, le roi obtient cette annulation et se remarie avec Agnès de Méranie, après avoir reçu le refus de plusieurs princesses. L'accession au trône pontifical d'un nouveau pape Innocent III bouleverse cependant les projets de Philippe Auguste. Innocent III désire rétablir l'autorité papale et s'intéresse de près au nouveau mariage du roi de France. Il ordonne à Philippe Auguste de se séparer d'Agnès et de reprendre Ingeborg. Comme Philippe Auguste ne répond pas aux nombreux avertissements du pape, celui-ci prononce l'interdit sur tout le royaume. Cette dernière mesure incite Philippe Auguste à faire machine arrière et à se rapprocher d'Ingeborg. La mort d'Agnès facilite le processus de retour du royaume de France dans l'obédience à l'Église, sans pour autant qu'Ingeborg retrouve son statut de reine et d'épouse. Louis IX lui refuse même, comme elle le souhaitait dans son testament, d'être inhumée à Saint-Denis puisqu'elle avait été répudiée avant d'être sacrée. Philippe Auguste, dont l'âge avance, doit également penser au mariage de son fils Louis. À l'occasion d'une trêve, les rois de France et d'Angleterre décident de renforcer leur accord en scellant un mariage entre Louis, le fils aîné de Philippe Auguste, et une descendante des Plantagenets. Ce n'était pas le premier projet de mariage entre des Capétiens et des Plantagenets. Les deux précédents s'étaient plutôt mal passés, débouchant soit sur le décès du marié, soit sur l'annulation du mariage. Les négociations pour ce mariage vont durer plusieurs années entrecoupées de périodes d'hostilité et de trêve. À chaque trêve, le projet de mariage réapparaît et suivant le rapport de force existant entre les deux rois, les prétentions sont plus ou moins grandes. À la Noël 1199, les deux rois se retrouvent et fixent cette fois les conditions du mariage. Redoutant que le roi de France ne profite trop de son avantage dans ce conflit, Aliénor d'Aquitaine accélère le processus et se tourne vers la Castille pour trouver l'épouse de l'héritier du trône de France.
Le choix d'Aliénor se porte finalement sur Blanche, sa nièce, toute surprise d'être préférée à sa sœur aînée. Blanche quitte alors la Castille de façon définitive pour rejoindre son futur mari. Avant la cérémonie du mariage, la paix est scellée entre la France et l'Angleterre par le traité du Goulet. Le roi de France donne donc pour épouse à son fils une descendante des Plantagenets et en échange, Jean sans Terre cède à Louis et à Philippe Auguste plusieurs fiefs importants. Ce mariage permet ainsi à Philippe Auguste d'acquérir des fiefs mais surtout d'affermir sa puissance face à l'Anglais. Blanche de Castille et Louis VIII resteront unis jusqu'à la mort du roi en 1226. Leur fils Louis succède alors à 12 ans à son père et Blanche devient reine douairière. À sa mort, Louis VIII n'avait pas encore choisi de fiancée pour son fils. Ce n'est que dans les années 1233 que Blanche commença à s'inquiéter du célibat du roi. À cette époque, le comte de Provence est en guerre avec le comte de Toulouse et la ville de Marseille. Isolé, il recherche de solides appuis aussi bien du côté de l'Empire que du côté de la France. Un de ses principaux arguments pour trouver de l'aide est qu'au moment de sa succession, ses biens iront au mari de l'une de ses 4 filles. L'empereur Frédéric II qui est célibataire se met sur les rangs, Louis IX soutenu par la papauté se montre également intéressé, et bénéficie de l'appui du pape Grégoire IX. Plus que la France et plus encore que la Provence un moment hésitante, Grégoire IX souhaitait cette alliance matrimoniale entre Marguerite et le roi Louis afin de maintenir dans les voies de la sagesse le comte de Toulouse et de protéger Raymond Béranger son fidèle allié. Pour faciliter cette union, le pape accorde la dispense au 5e degré nécessaire en raison des liens de parenté existants entre Louis et Marguerite. Grégoire IX qui tient à cette union accepte même de donner, le 2 janvier 1234, au roi de France un immense privilège. On ne peut désormais mettre la chapelle royale en interdit. Louis IX a donc les mains totalement libres face au clergé de France. Avec le comte de Provence, le pape agit différemment. Il menace de soutenir le comte de Toulouse. Il n'en faut pas plus pour que le comte de Provence demande l'arbitrage du roi de France et accepte le mariage. Le mariage est célébré à Sens le 27 mai 1234 alors que la royauté soutient toujours le comte de Toulouse. Il apporte une dot de 10 000 marcs d'argent que le comte ne pourra payer, mais surtout il laisse au roi de France les mains libres face aux évêques et lui permet de s'implanter sur de nouvelles terres. De ce mariage naîtront 11 enfants, 6 garçons et 5 filles. Louis IX et Marguerite de Provence vont à leur tour, le moment venu, avoir une politique matrimoniale. En 1255, le roi annonce un accord avec le roi de Castille qui stipule entre autres le mariage de Bérengère, fille du roi Alphonse de Castille, avec le jeune Louis, prince héritier de la couronne de France. Mais la mort de ce dernier rend ce contrat caduc. Le nouveau prince héritier s'appelle désormais Philippe. En 1258, les tractations en vue de son mariage avec Isabelle, fille du roi d'Aragon, commencent. Afin d'éviter un éventuel conflit, Louis IX et Jacques I d'Aragon se rencontrent. L'un renonce alors à ses prétentions sur la Provence et le Languedoc, l'autre abandonne ses droits sur le Roussillon et le comté de Provence. Pour garantir cet accord, Isabelle d'Aragon épouse le prince héritier de France le 28 mai 1262. Isabelle ne devient reine de France qu'en 1270 à la mort de Louis IX et ne règne qu'une année puisque la mort l'emporte, enceinte, en janvier 1271 après une mauvaise chute de cheval en Calabre au retour de la croisade de Tunis. Avant qu'Isabelle ne décède accidentellement, Philippe III a réussi à s'assurer une descendance mâle. Son remariage n'apparaît donc pas comme urgent. Pourtant il n'attend pas 3 ans avant de prendre comme nouvelle épouse la fille du duc de Brabant, Marie. Le 21 août 1274 le mariage est célébré à Vincennes, et 3 jours plus tard a lieu le couronnement. Marie, bien que très jeune, va réussir à asseoir son influence sur le roi. De cette union naissent un fils et 2 filles dont l'une, Marguerite, épouse le roi d'Angleterre Édouard 11 ans après son mariage. Philippe III meurt des suites de la malaria contractée lors de la tentative de conquête de l'Aragon. Philippe IV, issu du premier mariage avec Isabelle d'Aragon et héritier après le décès de son frère Louis, monte sur le trône. Devenue reine douairière, Marie de Brabant ne voit donc pas l'un de ses fils ceindre la couronne. Philippe IV, lorsqu'il devient roi de France, est déjà marié à Jeanne de Navarre. Les négociations pour ce mariage ont débuté en mai 1275 alors que Philippe n'est que le fils cadet du roi de France.
Jeanne de Navarre quant à elle est déjà un enjeu politique de très grande importance. Sa main a été promise à Henri d'Angleterre puis au fils du roi d'Aragon. Le pape Grégoire X, de peur de voir l'union de la Navarre de la Champagne et du royaume de France se réaliser, accorde la dispense de mariage non pour Louis, fils aîné du roi, mais pour le cadet Philippe. En 1276, Louis décède. Philippe devient ainsi l'héritier de la couronne. Il n'épouse cependant Jeanne que le 16 août 1284 à Notre-Dame de Paris, soit un an avant d'accéder au trône. De cette union, naîtront 6 enfants dont 4 auront des destins royaux. Jeanne de Navarre décède le 2 avril 1305, 9 ans avant son mari, et n'assiste pas au mariage de son fils aîné, le futur Louis X le Hutin avec Marguerite de Bourgogne. Ce mariage ainsi que celui de ses autres fils fut décidé le 28 février 1295 à Longchamp. Louis, le fils aîné, doit prendre pour épouse sa cousine Marguerite de Bourgogne, fille du duc Robert II de Bourgogne et d'Agnès, fille de Saint-Louis. Philippe de Poitiers, le cadet, futur Philippe V, doit quant à lui épouser Jeanne de Bourgogne, cousine de Marguerite, fille d'Othon IV, comte de Bourgogne et de Mao d'Artois. Ce mariage devait permettre de faire passer provisoirement la Franche-Comté sous tutelle royale. Enfin, le troisième enfant de Philippe le Bel, le futur Charles IV, devait épouser Blanche, la dernière fille de Mao d'Artois. Louis et Marguerite, âgés de 15 et 16 ans, se marient comme convenu, le 13 septembre 1305 à Vernon, terre qui faisait partie de la dot d'Agnès. Louis et Marguerite se connaissent bien puisque dès 1299 ils sont élevés ensemble. Ce mariage, qui devait rapprocher encore plus le royaume de France de la Bourgogne, va verser dans le drame. Le destin de cette princesse ainsi que celui des 2 autres princesses bourguignonnes se révèle funeste. Marguerite et Blanche, reconnues coupables d'adultère, sont emprisonnées à Château-Gaillard. Jeanne, coupable de complicité, est enfermée à Dourdan. La mort de Philippe le Bel le 29 novembre 1314 et l'accession au trône de Louis X ne changent rien au sort de ces princesses. Bien que devenue reine, Marguerite reste dans son cachot avec des conditions de détention très dures. On ne pouvait guère décoller une reine, mais on pouvait l'exposer à la pleurésie. De fait, elle fut retrouvée morte le 30 avril 1315. Libérée de ce poids, Louis X peut enfin songer à se remarier et à s'assurer une descendance. 4 mois après la disparition de Marguerite, il épouse le 19 août une angevine, Clémence de Hongrie. Clémence est de noble lignage. Son père descend de Louis VIII et de Blanche de Castille ainsi que du roi de Hongrie. Sa mère est fille de l'empereur Rodolphe I. Ce mariage, Louis l'a préparé avant le décès accidentel de Marguerite, mais il ne va durer que quelques mois. Louis X meurt brutalement le 5 juin 1316, laissant Clémence enceinte de 3 mois. Sera-ce un garçon? Une fille? La régence s'organise dans l'attente de ce 15 novembre où Clémence donne le jour à un petit garçon. Mais celui-ci disparaît à son tour au bout de 4 jours dans des circonstances assez troubles. L'héritier du trône cette fois n'est plus un garçon mais une fille, Jeanne, issue du mariage de Louis X et de Marguerite. Passant outre, Philippe de Poitiers se fait couronner à Reims. Il prend soin cependant de faire ratifier et légitimer cette décision par une assemblée de notables, et par l'université. Clémence de Hongrie devient ainsi reine douairière et ce jusqu'à sa mort en octobre 1328. Philippe V, le nouveau roi, a épousé, comme nous l'avons vu, Jeanne de Bourgogne en 1307. En se mariant avec Jeanne, Philippe devient comte palatin de Bourgogne et sire de Salins, au détriment de son beau-frère Robert d'Artois et de sa belle-sœur Blanche qui renoncèrent à tous leurs droits sur ses domaines, moyennant la somme de 95 000 livres. Jeanne, comme sa cousine Marguerite et sa sœur Blanche, est accusée d'adultère. Toutefois, la sentence prononcée contre elle est un peu moins sévère. Elle n'est accusée que de complicité. Soutenue par sa mère Mao d'Artois, Jeanne est finalement acquittée par le Parlement et peut rentrer à la cour pour la Noël 1314. Certains de ses contemporains diront qu'elle fut acquittée en raison de sa dot, la Franche-Comté. C'est ainsi qu'à la mort de Louis X elle est sacrée reine de France en même temps que son mari Philippe V, le 9 janvier 1317. Le couple met au monde 5 enfants mais aucun fils ne survit, ce qui ne manquera pas de poser une fois encore le problème de la succession. En effet, le règne de Philippe V est très court. Il meurt le 3 janvier 1322 atteint par la dysenterie, au retour d'un séjour chez son frère Charles, sans laisser d'héritier. Jeanne lui survit 8 années.
Charles monte alors sur le trône laissé vacant. Il est déjà marié à Blanche qui se désespère, enfermée dans son cachot de Château-Gaillard. Charles IV, malgré les insistances de son épouse, ne veut pas la reprendre à ses côtés et souhaite obtenir l'annulation de son mariage. L'adultère n'étant pas un motif d'annulation, il lui faut chercher un autre motif. Les juristes royaux n'auront aucune difficulté à le trouver. Mao d'Artois, la mère de Blanche, est la marraine de Charles et cela entraîne la nullité du mariage. La parenté spirituelle créant un lien aussi fort que celui du sang, les dispenses n'ont pas été demandées et en outre les époux étaient mineurs. Après enquête ordonnée par Jean XXII, la dissolution du mariage est prononcée le 13 mai 1322. Blanche obtient l'autorisation de sortir de sa prison de la Roche-Guyon pour se cloîtrer à Maubuisson où elle décède en 1326. Charles, comme ses frères, se préoccupe fortement de sa descendance. Sitôt son mariage annulé, il se remarie à Paris le 21 septembre avec Marie de Luxembourg. Marie est la fille de l'empereur Henri VII, et elle appartient par sa mère à la puissante famille de Brabant. Elle est également la sœur du roi de Bohême. Les relations entre le royaume de France et l'Empire sont considérablement renforcées par cette union. Marie remplit parfaitement son rôle d'épouse et met au monde un premier enfant. Ce sera une fille. Peu de temps après, elle est de nouveau enceinte mais victime d'un accident de la route, son véhicule ayant versé dans le fossé, Marie accouche d'un garçon prématuré qui ne survit pas. Elle-même décède des suites de cet accident le 21 mars 1324. Charles IV, veuf et sans fils, doit se mettre de nouveau à la recherche d'une princesse à épouser. Le choix se fait très rapidement en faveur de Jeanne d'Évreux. Cependant, Jeanne, petite-fille de Philippe III et de Marie de Brabant, est la cousine germaine du roi Charles. Une dispense est donc nécessaire. Charles IV l'obtient facilement grâce à la complaisance du pape Jean XXII, qui avait déjà procédé à l'annulation de son premier mariage. Leur union est célébrée le 13 juillet 1325 et Jeanne est sacrée à la Sainte-Chapelle le 11 mai 1326. De ce mariage naîtront 3 enfants. Malheureusement pour les Capétiens, ce seront 3 filles. Lorsque Charles meurt le 1 février 1328, sa femme est enceinte de 7 mois. Philippe de Valois est désigné pour exercer la régence dans l'attente de connaître le sexe de l'enfant à naître. 2 mois plus tard, la naissance de Blanche plonge le royaume dans une nouvelle crise de succession. Les barons du royaume, réunis à Vincennes, tranchent finalement cette délicate question en faveur du régent Philippe de Valois. Pour cela, il leur aura fallu écarter de la succession les femmes, les filles de Charles, Édouard III d'Angleterre, neveu des 3 derniers rois, et également Philippe d'Évreux, fils d'un demi-frère de Philippe le Bel mais aussi Marie de Jeanne, fille de Louis X. Philippe de Valois devient donc roi de France sous le nom de Philippe VI et Jeanne d'Évreux entame sa longue carrière de reine douairière. À son accession au trône, le roi a déjà 35 ans et a épousé en 1313 Jeanne de Bourgogne, sœur cadette du duc de Bourgogne de IV. Jeanne est également la sœur de Marguerite de Bourgogne, épouse de Louis X, dont nous avons évoqué le destin tragique. Toutefois, Jeanne n'a pas été mêlée à l'affaire des Bru de Philippe le Bel. Lorsqu'ils se marient en 1313, ni l'un ni l'autre ne pensent un jour accéder au titre royal. Philippe le Bel n'a-t-il pas 3 fils ? Cependant, la destinée malheureuse des derniers Capétiens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.